Pour Coworking Channel, nous avons la chance d'être dans un lieu juste magique au laboratoire Eiffel. Et je suis en compagnie à mes côtés donc, de Philippe Couperel Eiffel. Bonjour. Bonjour. Et à mes côtés aussi, Gérard Roquillan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un descendant de Gustave Eiffel et vous êtes là, bien sûr, parce que vous défendez la mémoire de Gustave Eiffel. Alors je la défends, mais aussi je suis très heureux de pouvoir parler de son travail, de son œuvre et de parler auprès d'un large public. Et je suis aussi là parce que, invité par Gérard Roquillan et par France Europe Inventeurs et par la Fédération française des inventeurs, pour pouvoir promouvoir les inventeurs, leurs inventions et remettre un prix qui sera le Grand Prix Eiffel de l'invention-innovation à l'occasion du prochain salon qui aura lieu au début décembre à Ivry, sur le même quai que la Seine. Tout à fait, exactement. Alors bien sûr, nous avons à nos côtés donc, le président de la Fédération française des inventeurs, qui est Gérard Roquillan. Donc effectivement, vous allez nous expliquer un petit peu, parce que là on est quand même dans ce lieu magique, donc cette soufflerie qui a tant accompagné justement ces inventeurs. Et c'était important de faire ce lancement, ce premier prix, donc, qui est quand même le prix Eiffel, hein, qui aura lieu donc à Évry au mois de décembre. Ce laboratoire Eiffel, cette soufflerie Eiffel, on sent encore la présence de Gustave Eiffel parce que il y a de nombreuses inventions dont il est à la base. C'est extraordinaire. C'est ce qui aussi, nous les inventeurs, nous sommes un peu les descendants de Gustave Eiffel. C'est ce qui nous a attirés, c'est ce qui nous remotive quelque part. Cette énorme chose, cette recherche qui a fait, comme en Gustave Eiffel, la tour Eiffel, les ponts Eiffel, les écluses, la statue de la liberté, ça nous convient très bien, c'est la liberté, c'est extraordinaire. Et grâce à Philippe Couperel Eiffel, ici, son descendant, nous allons pouvoir remotiver tous les inventeurs français et étrangers pour organiser effectivement ce Grand Prix international Eiffel qui a lieu donc effectivement sur le même quai que la Tour Eiffel. Alors justement, vous êtes le défendeur donc justement de Gustave Eiffel. On est dans ce lieu magique qui existe déjà depuis combien d'années, ce laboratoire? Alors Gustave Eiffel a construit ce laboratoire en 1910. Il a été inauguré en 1912, il a travaillé jusqu'en 1921, 1922, il est mort en 1923. Il a travaillé ici, il venait tous les jours, hein, c'était son bureau. Il avait quitté en 1893 la construction métallique, pour laquelle il s'était donné à fond pendant des années, commençant en 1858, à l'âge de 26 ans, lors du chantier de la passerelle ferroviaire reliant le réseau du Midi au réseau d'Orléans, qui était à Bordeaux, et il était chef de chantier de cette passerelle. Il s'est ensuite installé à Paris en 1864, s'est associé avec un polytechnicien, Théophile Siring. Il a ensuite, évidemment, construit beaucoup pour le chemin de fer. Le chemin de fer était quelque chose d'important, et il l'a construit partout. Et il a eu beaucoup de chantiers au Portugal, en France. Il a construit des gares, il a construit des lieux où les gens se retrouvaient, où les gens se rassemblaient. Il ne construisait pas de murs, si vous voulez. C'était quelqu'un qui faisait des endroits où on se retrouvait. Et en ce sens, je pense que les symboles qu'il a laissés, et notamment cette tour Eiffel qu'il a construite à la fin de toute sa vie de constructeur, eh bien, rassemble. Elle rassemble les gens, elle les réunit. C'est un axe de la paix. C'est pour moi un grand plaisir, c'est un grand honneur d'ailleurs, que de pouvoir parler de la mémoire de ce grand homme. J'ai écrit un livre, j'ai écrit une bande dessinée, un livre qui s'appelle Eiffel par Eiffel, qui était paru chez Michel Lafon. J'ai également participé encore en tant qu'auteur à une bande dessinée qui s'appelle Gustave Eiffel, le magicien du fer. J'ai préfacé plusieurs ouvrages autour de l'œuvre de mon ancêtre, et avec ma sœur Virginie, nous avons fait également un DVD, un film qui est sorti en DVD aujourd'hui, qui s'appelle Sur les traces de Gustave Eiffel, et qui raconte l'histoire du grand homme vu par sa famille. Voilà, parce que moi, évidemment, j'ai vécu dans les propriétés. Évidemment, non. La Tour Eiffel, si vous voulez, quand je vois la Tour Eiffel, ça me fait penser à mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère était la fille de Gustave Eiffel, Valentine, et j'ai eu la chance, jeune, de vivre dans les propriétés de l'ingénieur, au milieu de ses objets scientifiques, dans ses bibliothèques. J'ai évolué là en tant qu'enfant jusqu'à l'âge de 16-17 ans, étant souvent avec sa propre fille
qui m'aimait bien parce que j'étais l'aîné. Et elle me disait, il faut que tu apprennes à construire, il faut que tu saches bâtir. Alors j'ai fait une carrière après, pas du tout dans la construction, puisque j'étais dans éleveur de chevaux. Et aujourd'hui, je suis un peu retiré, un peu retraité un peu de cette activité. Et donc, j'ai plus de temps pour pouvoir soutenir des causes qui me paraissent justes et des causes qui... Et c'est vrai que les inventeurs, eh bien, c'est bien, Eiffel, c'est bien pour les inventeurs. Il a inventé lui-même, il a fabriqué des pièces de fer qu'il envoyait dans le monde entier. C'est comme ça qu'il a fait beaucoup de sa fortune aussi. Ces pièces de fer étaient empaquetées dans des caisses en bois, envoyées par bateau à travers les mers. On retrouve dans beaucoup de pays des ponts, Eiffel n'ayant jamais voyagé. Alors c'était les populations locales, enfin les gens locaux qui montaient ces ponts, ces maisons, ces monuments, différents monuments, des phares. Il a même construit des locomotives. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc en fait, il a œuvré aussi dans la construction d'autres pays finalement avec son savoir-faire. Mais il a construit sur tous les continents. En Amérique du Sud, en Afrique du Nord bien sûr. Il a construit au Cameroun, il a construit au Sénégal. Il a construit en Asie, en Chine. Vous avez incroyable, 124 ponts. Qui le sait, 124 ponts en Chine sur la ligne impériale. Beaucoup ont été détruits, mais c'était des petits ponts parce que la Chine est un pays où on fait du riz. Il y a pas mal de fossés, vous voyez. Donc les petits ponts traversés et il y en a eu 124 envoyés de Paris qui ont été construits sur place par un chef de chantier. Il a construit dans les colonies françaises, en Cochinchine. Il a construit, on peut dire, partout en Amérique, bien sûr, la Statue de la Liberté à New York. En Amérique du Sud, énormément aussi. Mexique, Pérou, Bolivie, Chili, Brésil, je crois pas. Mais enfin, il était présent sur tous les continents. Lui-même n'a assez peu voyagé. Il a construit aussi les écluses du canal de Panama. C'est lui qui a sauvé, on peut dire, ce canal de Panama, qu'il a mis en chantier, les 10 écluses qui ont permis de relier l'Atlantique au Pacifique, alors que Ferdinand de Lesseps, qui venait de construire le canal de Suez, était embourbé. Gustave Eiffel a préconisé un système par écluse. Ce système par écluse a été gagnant. Ensuite, il s'est retiré dans la science. Et là, nous sommes dans l'endroit, vraiment, où il a passé les 20 dernières années de sa vie. C'est un endroit historique, comme disait Gérard Roquillon tout à l'heure. C'est un endroit vraiment qui est chargé d'histoire, parce que son conservateur, Martin Peter, qui nous reçoit, je l'en remercie d'ailleurs beaucoup, peut témoigner de beaucoup de choses, et c'est un ingénieur et qui est un historien remarquable qui parle très bien de Gustave Eiffel, de toute cette partie scientifique, la résistance de l'air, la météo, la radiotélégraphie sans fil. Tout ça, ça a beaucoup intéressé Eiffel aussi à la fin de sa vie, et c'était un homme très attaché à sa famille aussi, et donc tous ces éléments font que je suis très heureux d'en parler. Alors vous savez que Coworking Channel, c'est un média collaboratif. On s'offre un peu sur la nouvelle économie collaborative, solidaire et circulaire. Et on est beaucoup regardé par de jeunes entrepreneurs, de jeunes créateurs, inventeurs. Moi, j'ai appris effectivement par Martin Peter que ce lieu était un lieu, entre guillemets, aussi un laboratoire un peu gratuit pour accompagner justement ces inventeurs. Donc vous êtes un peu prémisse aussi de ces laboratoires qui essaient de mettre en avant tous nos inventeurs en fait. Écoutez, oui, c'est une ironie, on peut dire, de l'histoire. C'est vrai, vous avez tout à fait raison de le dire. C'est une ironie de l'histoire. Gustave Eiffel s'était mis dans la science, et toutes les études qu'il faisait, Martin Peter a dû vous le dire, effectivement, c'était gratuit. Mais il fallait que ce soit publié. C'est tout. Un peu l'open source. Exactement. Open source, donc il était déjà open source. Absolument. Et aujourd'hui, que nous puissions, nous, avec Gérard Roquillon, Martin Peter et moi, reprendre un peu cette suite avec des actions bénévoles, puisque nous sommes des gens qui faisons des actions bénévoles pour pouvoir essayer de mettre en avant les inventeurs. Bien, je trouve ça plutôt sympathique, et en plus c'est la suite logique de ce qu'avait décidé et de ce qu'avait entrepris l'ingénieur lui-même. Alors oui, Gérard Roquillon, justement, la force de la France, ce sont aussi ses inventions. Et c'était important aussi qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, on apprend qu'on a beaucoup de chercheurs et d'inventeurs qui quittent la France. Pourquoi ? Alors, il est évident que pendant une certaine période, on avait l'ANVAR. Donc, c'était des bourses qui étaient destinées effectivement à nos inventeurs. Et donc, c'est des gens qui déposaient des brevets, mais qui n'avaient pas les moyens, si vous voulez, d'aller au-delà pour
créer leurs prototypes, etc. Donc ils étaient bien contents d'avoir l'ANVAR. Maintenant, nous n'avons pratiquement plus rien et c'est un petit peu catastrophique pour la France. Je crois que on est un petit peu assis sur nos lauriers, c'est bien dommage. On parle effectivement beaucoup d'innovation, mais l'innovation, si vous voulez, c'est pas une recherche d'antériorité, ce ne sont pas des revendications, recherche d'antériorité, c'est l'amélioration d'une invention. Donc nous, c'est incroyable parce que 75% des choses sont peut-être encore à inventer, et même au-delà. Il y a beaucoup de choses à inventer. Mais si on fait, si vous voulez, si l'idée arrive, il faut déposer une enveloppe solo et déposer un brevet. On est là pour conseiller effectivement donc les personnes, pour les guider, les remettre sur rail, voilà, et que ça ne devienne pas effectivement une innovation, parce que dans ce cas-là, son idée est tombée dans le domaine public. Tout le monde a le droit de le copier. Alors qu'avec une invention, si vous voulez, on n'a pas. Alors effectivement, si vous déposez un nom, vous pouvez déposer effectivement pour votre innovation un nom. D'accord, mais une personne peut prendre votre innovation avec un autre nom, voilà. Alors que là, effectivement, un brevet, c'est quand même beaucoup plus sensible. C'est-à-dire que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des Américains, il y a des étrangers qui ont acheté des grosses boîtes parce qu'elles avaient des brevets. Et c'est surtout les brevets qui les intéressaient. Pendant quelques temps, ils gardaient les gens en France, employés. Après, ils fermaient l'usine et ils gardaient les brevets. Ce qui est arrivé, à mon avis, pour Mittal. C'est un exemple clé, à mon avis. Mais en tout cas, il y a aussi non seulement les Indiens, les Américains. On est en guerre économique, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a intérêt, effectivement, à protéger nos idées. On est là pour ça, pour aider tous ces personnes à protéger nos idées. Et puis, il y a une chose aussi, c'est qu'il faut remotiver la jeunesse. Il faut effectivement, et ce que me parlait Philippe tout à l'heure, il a entièrement raison, il faut remotiver la jeunesse en créant un concours de l'invention et de l'innovation pour la jeunesse. Et que dans les écoles, on essaye effectivement de reparler, de créer, d'inventer. Voilà. Et donc, c'est comme cela. On a quelques personnes passionnées qui s'occupent de cela avec la jeunesse. Ça marche très bien, hein, en particulier dans le centre de la France, également sur la Touraine, etc. Il y a quelques écoles qui marchent dans cet espace, mais il faudrait carrément motiver le ministère de l'Éducation nationale pour qu'il y ait quand même des cours et des séances sur l'invention, l'innovation, la création. C'est très très important pour notre avenir, pour l'avenir de la France. La France est un pays d'idées, hein. De toute façon, on a ça, on a un gène là-dedans, où on a toujours des idées, des petites astuces, voilà. Ça a le mérite d'être très clair ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, on parle de la nouvelle génération millénium YZ, hein, qui ont l'habitude de maîtriser énormément de choses, hein. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus, malgré tout, d'incubateurs, de Fab Lab, de Mab Lab, qui mettent des lieux qui sont gratuits pour pouvoir justement partager leurs compétences, comme vous, en fait, clairement. Et c'est vrai que moi, je découvre cette magnifique soufflerie. Je ne savais pas clairement qu'il y avait un laboratoire qui pouvait aussi accompagner. Et finalement, on reprend un petit peu son histoire pour refaire... on change les mots, mais en fait, ça a toujours déjà existé. Et je pense qu'il faut appuyer ces projets-là, effectivement. Il faut accompagner parce que il y a effectivement beaucoup d'idées, mais ces jeunes ne sont pas toujours accompagnés. Et beaucoup craquent, beaucoup arrêtent. Un nouveau souffle. Et là, on y est. Voilà. Philippe, il faut vous le dire. Gustave Eiffel est l'inventeur de la soufflerie. Voilà. Oui, c'est l'inventeur de la soufflerie. Ça a été le premier, mais Martin Peter a dû le dire tout à l'heure, un des premiers à pouvoir réaliser des essais en soufflerie. Et le souffle de M. Gustave Eiffel, s'il pouvait souffler aussi sur les jeunes inventeurs, ça serait une bonne chose. Voilà. Sur les jeunes inventeurs. Moi, je pense les jeunes inventeurs à partir de l'âge de 10 ans, voyez, jusqu'à 15 ans. Et après, il peut y en avoir... là, nous créons... j'étais un peu à l'origine de la création d'une nouvelle université qui va ouvrir le 1er janvier 2020. C'est demain. Et cette nouvelle université s'appelle l'université Gustave Eiffel. Elle est à Marne-la-Vallée. Nous faisons ça sous l'égide de l'EFFS-TAR. C'est-à-dire ça regroupe des écoles prestigieuses, dont l'école des architectes de la ville de Paris, différentes écoles qui se regroupent sous une seule bannière, qui est une université qui va travailler autour de l'aménagement de la ville.
une université d'excellence. Et je suis absolument ravi que ce souffle Eiffel bien pousse aussi à trouver une jeunesse. Alors, ces gens-là vont inventer aussi des nouveaux procédés. Autour de la ville, il y a beaucoup d'inventions à faire. Donc, ces gens-là peuvent aussi participer, j'espère, participeront l'année prochaine dans le cadre du salon et qu'il faudra mettre un concours en place. Cette année. Oui, cette année 2019. Non, surtout en 2020, parce que l'université ne s'ouvre qu'en 2020. On avait Créapol là parmi nous, vous voyez, on avait des gens qui commencent à s'intéresser. Mais c'est vrai que la nouvelle jeunesse digitale native, moi je le vois par exemple avec ma petite nièce qui a 10 ans, qui prend son iPad et qui construit en fait des maisons en 3D avec des logiciels où jamais. C'est fou. Et là je me dis mais comment tu as fait ça? Et on se dit qu'effectivement il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Donc bravo pour cette université parce que c'est vrai que les idées c'est déjà à partir de 5 ans, 6 ans, enfin 10 ans. Et il faut les accompagner parce que peut-être que dans notre jeunesse on en a un qui a justement une idée de génie et une idée ça peut changer le monde en fait. Mais bien sûr, bien sûr. Et la Tour Eiffel est toujours moderne. La Tour Eiffel attire, inspire beaucoup de monde, à travers le monde entier d'ailleurs, et particulièrement les enfants. C'est vrai qu'à l'époque, la Tour Eiffel, c'était le monument le plus haut du monde, non? C'est vrai, hein? Il est resté pendant 30 ans. 30 ans, le monument le plus haut du monde. Alors, tous les jeunes, venez nous rejoindre, venez rejoindre Philippe Coupry-Eiffel, venez rejoindre la Fédération française des inventeurs, venez rejoindre Europe France Inventeurs dans le cadre de ce que nous préparons, le Grand Prix Eiffel international de l'invention et de l'innovation. C'est au mois de décembre. S'il y a des professeurs qui sont motivés, qui nous téléphonent, qui viennent nous rejoindre, nous avons donc un site internet, c'est www.f-6i.fr ou Fédération française des inventeurs. On serait très très heureux de vous recevoir et de vous conseiller. Et d'ailleurs, nous allons déposer la boîte à idées, voilà, pendant le grand concours. Et il y aura le vote du public. Voilà. Merci. Alors pour terminer, vous savez que nous on a une rubrique phare chez Coworking Channel. On vous demande de vous résumer, alors peut-être effectivement ce lieu ou ce prix en 5 mots-clés, en 5 hashtags. Vous savez, on parle beaucoup des hashtags. Voilà, c'est à vous Philippe. Alors je vous laisse un petit peu le temps. Résumer ce lieu, audace, expérience, innovation, recherche, science. C'est à vous. Moi, c'est un tourbillon. Nous ne sommes pas dans un rêve, nous sommes dans la réalité. Et pourtant, on croit rêver dans ce lieu qui est magique. Moi, je trouve que c'est un lieu magique. Et c'est vrai que ce magicien extraordinaire qui a été Gustave Eiffel nous fait rêver aujourd'hui encore. Et c'est pour ça que ça nous stimule à nouveau pour continuer à inventer, à innover. Merci. Alors je vais terminer sur une dernière question parce que je l'avais oubliée. Comme nous sommes regardés par de jeunes inventeurs, jeunes créateurs, quel est votre conseil à apporter justement quand on veut justement sortir un projet inventé? D'abord, ne parlez pas de votre invention, peut-être à vos parents, dans votre entourage bien sûr, mais déposez tout de suite une enveloppe solo, ça coûte 15 €, c'est pas très cher, et ça, à l'heure et à la date où vous avez déposé auprès de l'INPI, l'Institut National de Propriété Industrielle, une enveloppe solo, si ça se trouve, personne a eu cette idée-là à l'heure, à la date, et ensuite, vous allez pouvoir vous projeter et venir nous rejoindre après Europe France Inventeur, revenir rejoindre Patrick Herbeau, qui en est le président, ou la Fédération française dont je suis président, ou Philippe Coupry-Eiffel. En tout cas, venez nous rejoindre dès que vous avez eu une idée, une fois que vous avez déposé l'enveloppe solo. Voilà. Mais ne parlez jamais autour de vous de votre idée, parce que vous allez vous la faire piquer. Oui, moi je pense la même chose que Gérard, bien entendu. Garder confidentiel, peaufiner son idée et déposer une enveloppe solo, ça me paraît très bien. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Écoutez, je vous remercie beaucoup Philippe et Gérard. Merci. C'était pour Coworking Channel en direct du laboratoire Eiffel. Et on vous dit à très bientôt et suivez-nous nombreux sur Coworking Channel. Bye bye.